Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série dédiée aux différentes régions de la Terre du Milieu que j'avais lancée en commençant par le Rohan, je vous la mets dans le petit là. Pour cette vidéo, ça va être un petit peu particulier parce que ça va se faire en collaboration avec la chaîne de Bulia et elle va sortir jumelée à une autre vidéo qui traitera d'un sujet en lien avec celle-ci. Nous allons parler dans cette vidéo du royaume du Gondor et sur la chaîne de Bulia sortira une vidéo du coup dédiée à l'Arnor, le pays jumelé complètement au Gondor pour faire vraiment un lien entre les deux. Par ailleurs, cette vidéo est également faite en partenariat avec la marque Riot, qui est une marque française qui fait des hoodies que je porte, si je peux vous montrer un petit peu là, voilà. Mais évidemment, on en parlera en fin de vidéo, comme ça je pourrai un petit peu plus vous détailler les informations sans trop empiéter sur l'introduction. Dans cette vidéo dédiée au Gondor, on va principalement s'intéresser à l'histoire du pays plutôt qu'à son langage ou sa géographie. Parce que personnellement, moi c'est ce qui m'intéresse le plus quand je m'intéresse à un pays, à savoir ce qui a fait que le pays est ce qu'il est aujourd'hui. Plutôt que de vous expliquer et de vous faire une liste succincte des différentes régions en vous donnant leurs caractéristiques, je trouve ça pas très intéressant. Et du coup on va se plonger dans le vif du sujet en parlant déjà de l'étymologie du mot Gondor. La traduction littérale de Gondor est terre de pierre venant du Sindarin Gond qui signifie pierre et Dor qui signifie terre. Cela s'expliquerait par la présence des montagnes blanches ainsi que des autres chaînes de montagnes présentes dans le pays. Et après cette présentation du nom, on va pouvoir commencer par l'histoire du pays. Avant la chute de Númenor, on trouvait déjà des hommes numénoréens en tant que colonie mélangée aux hommes de la Terre déjà présents avant. Après la destruction de Númenor, les réfugiés suivant d'Elendil allèrent trouver refuge sur les terres qui deviendront prochainement le Gondor. Après la guerre de la dernière alliance opposant les hommes et les elfes contre Sauron, Isildur alla s'installer à la tête de Gondor et son frère de l'Arnor. Le pays prospéra pendant environ 492 ans, sans interruption durant le Troisième Âge, jusqu'à ce que les gens de l'Est attaquent les différentes régions du Gondor, mais résultant finalement en la victoire de ce dernier, gagnant ainsi la région du Rhovanion. Le Gondor atteint finalement son âge d'or durant la période que l'on appelle celle des rois navigateurs, qui conquirent de nombreux territoires par-delà la Terre du Milieu. Le premier roi navigateur est Taranon Falastur, ayant régné de 830 à 913 du Troisième Âge. Décédé sans descendance, il fut suivi de Eärnil, neveu de Taranon, ayant régné de 913 à 936 du Troisième Âge. S'ensuivit ensuite Kurkheandil, de 936 à 1015 du Troisième Âge, qui sera succédé ensuite par le dernier roi navigateur Yarmendakil Ier. Durant son règne, le Gondor atteint son pic en termes de puissance et de territoire. Le royaume s'étendant de la mer de Rhûn à l'est, au sud jusqu'à l'Umbar, et au nord jusqu'au bois de Mirkwood et à l'ouest jusqu'à la rivière Gwathlo. À cette période également, les Haradrim devinrent les sujets du Gondor et payèrent un tribut au royaume pour s'assurer leur protection. Le règne d'Iarmendakil prit fin en l'an 1149 du Troisième Âge et après sa mort commence le déclin lent du royaume du Gondor. Cependant, le Gondor ne pouvait évidemment pas garder indéfiniment cette grandeur qui le caractérisait depuis sa création, et de nombreux événements vont précipiter progressivement la chute des rois numénoriens, à savoir la première guerre fratricide, la Grande Peste, ainsi que l'invasion des chariotiers. La lutte fratricide trouve son origine à la suite du mariage entre le roi Valakar et Vadumavi, une femme venue des royaumes nordiques du Rhovanion. De leur union naquit un fils, Eldakar, mais cela ne plut pas à tous les peuples du Gondor, qui virent d'un mauvais œil la mixité de l'enfant, s'énervant du mélange entre le sang numénorien avec celui d'une femme de la Terre du Milieu. En 1432 du Troisième Âge, Eldakar devenu adulte succède à son père. De nombreuses régions qui étaient déjà énervées de la naissance d'un enfant mixte considèrent que le nouveau roi n'avait aucun droit de gouverner et leur dirigeant, Castamir l'usurpateur, prit la place d'Eldakar sur le trône et le força à l'exil en 1437. Durant les affrontements, la ville d'Osgiliath fut assiégée et pillée, le dôme des étoiles fut détruit et le palantir de la cité perdu. Pour s'assurer que jamais personne ne viendrait récupérer son trône, Castamir décida de tuer le fils d'Eldakar et d'envoyer le roi en exil.
Ce dernier ne revint que 10 ans plus tard, en 1447, avec une armée complètement formée au Rovanion et suivie par les révolutionnaires qui s'insurgeaient du règne violent de Castamir. Avec l'aide conjointe de tous ces hommes, Eldakar réussit à renverser l'homme et le tuer, reprenant sa place de roi. Il ne put cependant pas arrêter les fils de Castamir qui, avec l'aide des flottes navales fidèles à ce dernier, réussirent à s'enfuir jusqu'en Umbar. Ils devinrent par la suite les corsaires de l'Umbar, de grands ennemis du Gondor, et le royaume sortit profondément affaibli de ce conflit interne. Le Gondor n'est cependant pas au bout de ses peines, car en 1636, le roi Telemnar ainsi que ses enfants meurent d'un mal inconnu seulement 2 ans après la mort du roi Minardil, tué par les corsaires de l'Umbar. S'ensuit presque aussitôt le début de la peste qui commence au Rhin et au Rovanion. Elle s'étend à Osgiliath, Minirkias et Cardolan, ces 2 dernières régions étant les plus violemment touchées, leur population étant complètement décimée. Le roi Telemnar, mort de la peste, est succédé par le roi Tarondor. Les villes gondoriennes qui furent les plus touchées furent quant à elles Minas Ithil et Osgiliath, qui connurent de nombreuses pertes. L'arbre blanc du Gondor, originairement planté à Minas Anor, périt, mais le roi Telemnar réussit à récupérer une branche de l'arbre qu'il garda. Il déclara également que la nouvelle capitale serait Minas Anor, Osgiliath tombant en ruine. L'arbre blanc fut alors replanté dans la nouvelle capitale. Le royaume finit par s'en sortir de cette grande peste, mais il est complètement ravagé et détruit, les populations ayant été décimées. On aurait pu se dire à ce moment-là que les royaumes ennemis du Gondor auraient pu saisir cette opportunité pour conquérir le royaume, mais malheureusement pour la Terre du Milieu, cette grande peste avait touché l'intégralité des territoires, les frontières n'ayant pas été quelque chose qui aurait arrêté la maladie. En 1810 du Troisième Âge, le Gondor parvint à guérir enfin de la peste et à se remettre des pertes. C'est à ce moment-là que choisit le roi Telumetar pour attaquer Umbar et les corsaires. Il réussit avec ses troupes à reprendre la ville et à tuer les derniers descendants de Castamir, mais un 3e désastre s'apprêtait à frapper le Gondor qui signerait sa chute. En l'an 1851 du Troisième Âge, les chariotiers, ou gens des chariots, lancèrent un raid contre le Gondor et durant 5 ans ils attaquèrent sans relâche le royaume. Cela se conclut par la mort de Namarkil II et la perte de tous les territoires à l'est de l'Anduin à l'exception de l'Ithilien. En 1899, après avoir subi largement la présence des gens des chariots, le roi Kalimetar conduisit une immense armée qui le mena à la victoire durant la 2e bataille de Dagorlad. Cependant, les chariotiers n'étaient que battus. Ces derniers s'attaquèrent ensuite au Gondor en l'an 1944 avec l'aide des Hadrim et bien que les choses semblassent bien se présenter pour eux, les armées du Gondor menées par le commandant Eärnil réussirent à détruire les chariotiers durant la bataille des camps. Le Gondor sortit profondément affaibli de ces invasions et durant ces batailles, le roi Ondoer ainsi que ses 2 fils périrent, ce qui créa un problème de succession important, car aucun enfant direct n'était en vie. Eärnil se propose alors immédiatement comme nouveau roi, étant donné qu'il avait des liens de sang assez lointains avec Ondoer, mais Arvedouy et son camp, le prince de l'Arthédin et le beau-fils de Eärnil, s'y opposent, insistant sur le fait que la dernière fille du roi et sa femme, Firiel, étaient descendantes de l'Arnor et du Gondor et donc étaient légitimes à devenir la reine. Arvedouy insista sur le fait qu'il était également un descendant d'Isildur et que de ce fait, de par ce lien de sang, cela le plaçait comme au roi des Dunédain et qu'il était donc apte à gouverner le Gondor. Le conseil lui concéda cette information, cependant ils se mirent tous d'accord sur le fait que pour gouverner le Gondor, il fallait plutôt un descendant d'Anarion, ce que Eärnil était. Au-delà d'être juste un descendant d'Anarion, il était également un descendant du roi Telumetar Umbardasil, et surtout, ayant gagné des victoires significatives durant les affrontements face aux chariotiers, il fut décidé qu'il serait le nouveau roi du Gondor sous le nom d'Eärnil II. Cette décision fut également soutenue par l'intendant en place qui gouverna pendant la période sans roi, à savoir l'intendant Pelendur. Durant la bataille de Fornost en 1975 du Troisième Âge, le fils d'Eärnil II, Eärnur, mena le Gondor à la victoire face au roi sorcier d'Angmar. Le roi eut la volonté d'affronter le roi sorcier, mais ses troupes le tremblaient de peur et il s'y refusa. C'est durant cette bataille que l'elfe Glorfindel prononça la célèbre prophétie « Il ne tombera pas de la main d'un homme ». En l'an 2002 du Troisième Âge, les Nazgûl capturèrent la forteresse de Minas Ithil, et malgré un siège mené par le Gondor, la cité fut gardée par les forces du mal et renommée Minas Morgul. Minas Anor fut alors renommée Minas Tirith, la tour de garde, et pendant de longs mois, le roi sorcier envoya des messages à l'intention d'Eärnur, le provoquant en duel et sous-entendant qu'il avait fui de peur la première fois. En l'an 2050,
et Arnur finit par accepter l'affrontement et il partit à la rencontre du roi sorcier. Il ne revint jamais et on ne sait pas ce qu'il advint de lui et de la garnison qui l'accompagnait. Ainsi disparut la lignée d'Anarion et commença le règne des intendants du Gondor. Ne trouvant aucune personne ayant de lien direct avec les rois núménoréens, et afin d'éviter une nouvelle guerre fratricide, il fut décidé que les intendants en prendraient le pouvoir. À chaque fois que l'un d'entre eux arrive sur le trône, ils promettent qu'ils gouverneraient jusqu'à l'ascension d'un nouveau roi, descendant direct des rois núménoréens. Les premières années de règne des intendants connurent la paix uniquement troublée par l'arrivée des Uruk-hai noirs qui attaquèrent Osgiliath et capturèrent la ville. La ville fut malgré tout reprise par l'intendant Boromir, mais le Gondor ne connut que la paix après cela. En l'an 2510 du Troisième Âge, l'intendant Cirion gouverna le Gondor, et c'est sous son règne que les gens de l'Est, appelés Balcoth, attaquèrent le royaume. Le Gondor se fit écraser dans un premier temps, malgré leurs nombreuses tentatives de résistance. Cirion fut contraint d'appeler à l'aide au travers de son royaume, et il essaya de trouver de l'assistance auprès d'Éothéod, qui vivait avec son peuple dans les vallées de l'Anduin. Le message malheureusement eut des difficultés à atteindre son destinataire, et alors que les troupes gondoriennes se faisaient annihiler par les Balchoth, Éothéod arriva sur le champ de bataille avec ses cavaliers, causant la défaite des hommes de l'Est. En remerciement pour leur aide, la province de Calénardon fut offerte et le royaume du Rohan fut établi par Éorl le Jeune, le premier roi du pays des chevaux. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur le Rohan, j'ai mis la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse d'aller là-haut. Le Gondor connut également un assaut assez violent de la part des corsaires de Lumbar durant l'hiver long, qui fut repoussé par l'aide conjointe de l'intendant Bérégon et du Rohan. Le Rohan fut également extrêmement utile pour le Gondor durant l'assaut des Aradrim en 2885, qui permirent de les repousser également. En l'an 2091 du Troisième Âge, des orques attaquèrent différentes régions du Gondor venues du Mordor et envahirent l'Icilia. Turin II, l'intendant en place, décida de créer un refuge pour les habitants de cette région à la place d'Aneth Anun et fortifia Caer Andros afin de pouvoir résister à ces attaques. En l'an 2954, la montagne du destin entre en éruption, marquant le retour de Sauron au Mordor, et les derniers habitants de l'Icilien s'en allèrent plus à l'ouest par-delà l'Anduin. Durant le règne d'Ectelion II, un grand capitaine et guerrier du nom de Thorongil apparut au Gondor et il lança un raid contre Lumbar, détruisant les flottes des corsaires et brûlant le port. Cet homme était en réalité Aragorn, l'héritier d'Isildur. Peu de temps après, Denethor II succède à son père et devient le nouvel intendant. En 3018 du Troisième Âge, Sauron fait envoyer des troupes d'orques sur la ville d'Osgiliath qui est pillée et détruite, et le dernier pont reliant les deux rives de l'Anduin est détruit. Dans les films, la ville fut reprise en temps par Boromir, le fils de Denethor, avant que celui-ci ne rejoigne la communauté de l'anneau et n'y meure. Elle fut cependant reperdue par une attaque d'orques et de Nazgûl alors qu'Osgiliath était sous la protection de Faramir, son frère. Denethor vit d'un très mauvais œil l'échec de son fils qu'il estimait peu contrairement à Boromir et lui demanda de retourner prendre la ville même si cela devait le conduire à sa mort, ce qu'il fit. Dans le même temps, Gandalf et Pippin arrivèrent à Minas Tirith pour prévenir l'intendant de l'arrivée prochaine des troupes de Sauron. Ils lui conseillèrent d'appeler à l'aide le Rohan et de renouer les alliances d'autrefois. Denethor cependant avait été corrompu à force de regarder dans le Palantir et il décida de ne pas faire confiance aux sorciers, refusant d'allumer les feux de détresse. Un appel fut malgré tout envoyé avec l'aide de Pippin qui alluma les feux de détresse de force en se faufilant jusqu'au bûcher. Entre-temps, Faramir revint à Minas Tirith entre la vie et la mort, et Denethor conclut immédiatement sans même vérifier qu'il est décédé et que la lignée des intendants est brisée. Alors que les troupes de Sauron se fracassent contre les murs épais de la Cité Blanche, l'intendant prépare un enterrement pour lui et son fils sur un bûcher. À l'extérieur de la cité, alors que tout semblait perdu pour le Gondor, les cavaliers de Théoden font leur apparition sur les champs de Pelennor, participant à l'extermination des troupes de Sauron. Le roi du Rohan fut tué par le roi sorcier Dangmar qui lui-même périt de la lame d'Éowyn, une femme. Aragorn fait également son entrée sur les champs de bataille, avec à son côté l'armée des morts qui détruisait les corsaires d'Ambar arrivés en renfort et tuèrent toutes les troupes restantes. Faramir quant à lui fut sauvé par Pippin et Gandalf et Denethor périt en chutant des hauts des falaises de Minas Tirith. Finalement, les dernières troupes tenant encore debout du Rohan et du Gondor, menées respectivement par Éomer, le nouveau roi du Pays des Chevaux, et Aragorn, se dirigèrent vers les portes noires du Mordor afin de détourner l'attention de Sauron, de Frodon et Sam qui réussirent à détruire l'anneau et donc causer la chute définitive de Sauron.
À la suite de tout cela, Aragorn fut couronné roi du Gondor et de l'Arnor sous le nom d'Elessar. Faramir, le dernier descendant de la lignée des intendants, garda son rôle d'intendant et régna sur quelques terres du Gondor en remerciement. Le serment entre le Rohan et le Gondor d'assistance mutuelle fut renoué entre le roi Elessar et Éomer, roi du Rohan. Les derniers territoires qui avaient été volés au Gondor furent repris, et le roi Elessar fit rebriller le Gondor et redora ses couleurs, avant de s'éteindre paisiblement en l'an 120 du 4e âge, succédé par son fils Eldarion. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui était du coup en collaboration avec Boulia. Et de ce fait, afin que vous connaissiez un petit peu sa chaîne, je vais le laisser se présenter rapidement, afin que vous sachiez un petit peu ce qu'il fait, parce que je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser en tant que spectateur de ma chaîne. Merci à Pauline de m'avoir invité pour cette vidéo. Moi, c'est Boulia des Mémoires de la Terre du Milieu. Vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs avec une nouvelle vidéo à 17 h sur le lore du Seigneur des Anneaux. Tout récemment, je me suis attaqué aussi à Metro 2033. Et sinon, vous me retrouverez aussi sur Twitch. Je pense que tous les liens seront dans la description. Encore une fois, merci à Pauline et allez voir la deuxième vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Allez, à tout bientôt aux Terres du Milieu. Ciao! Et du coup, comme promis en début de vidéo, je vais vous parler de la marque avec laquelle je suis en partenariat cette fois-ci pour cette vidéo, parce que c'est finalement très en thème, parce que j'ai un t-shirt du coup Seigneur des Anneaux, là il y a aussi Narsil. Ils m'ont envoyé du coup ce sweat et en contrepartie je vais vous parler rapidement du coup de cette marque, parce que franchement c'est vraiment qualitatif, c'est brodé, c'est vraiment, enfin j'ai trouvé ça vraiment très beau, et surtout c'est peut-être con, mais au niveau de la poche, je vous ferai des plans un peu plus loin, mais au niveau de la poche, bah c'est séparé en fait, c'est pas une poche, une grosse poche commune, c'est plutôt deux petites poches de chaque côté, et ça je trouve que c'est vraiment une super idée. Et du coup c'est une marque qui fait des hoodies en coton 100% recyclé et brodé avec des fils phosphorescents, c'est-à-dire que c'est brillant à la lumière bleue, et ce sont des hoodies qui sont personnalisables si souhaité, avec un large choix de couleurs, 11 pour être précise, et avec des tailles allant du S au XXXL. XL, oui c'est ça. Il y a également des hoodies qui sont de gamme, qui sont déjà brodés, que vous pouvez acheter tout fait, mais il y a du coup ce côté personnalisable que je trouve personnellement vraiment super cool. Et du coup ils ont également des gammes de streetwear, des écussons brodables, des chaussures personnalisables, ainsi que d'autres accessoires que vous pouvez trouver sur leur site. Ils ont aussi des gammes dédiées à la pop culture qui vont arriver bientôt, et je vous mets évidemment tout en description, à savoir leur site, leur Instagram et les mails si vous souhaitez les contacter. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin mettre un commentaire, partager la vidéo, à aller suivre du coup la chaîne de Boulia si ça vous intéresse. Et moi je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!